كمال في جهاد تقصير الدول. Alors, اسقسيو ربعه بغيت غنكتشف مساء قيله دا شو لامباكت اللي لان نتاع جوستومون إماس نتاوسع مروش فاطمة نصور sur la construction de son œuvre. Vous avez un peu étalé par rapport à la question sur un plan personnel. On aimerait bien voir par rapport à la question de la construction de son œuvre. خاطر ملي دي سيجيوان فاطمة منصور واحد توسع مروش يعني on parle de la naissance du roman féminin ou surtout de parler justement du fait de quitter, on peut dire symboliquement, un espace appartenant à la communauté lorsqu'il s'agit des femmes illettrées qui n'ont pas la possibilité d'écrire. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, concernant des femmes qui restent toujours dans le cadre de la communauté musulmane, mais lorsqu'il s'agit de Fatma Mansour, c'est en quelque sorte quitter réellement, pas symboliquement seulement, mais réellement la communauté islamique. Donc, on peut dire cette influence-là, ce cadre, on peut dire, communautaire, le fait de quitter une communauté, pas symboliquement, mais dans la réalité aussi par rapport à quitter une communauté islamique pour la communauté chrétienne, certainement, il a de l'impact, mais surtout, on aimerait bien, c'est-à-dire l'impact sur la construction de l'œuvre littéraire, mais certainement aussi, se distingue par rapport à Jean Amrouche et sa mère. Donc, à peu près, tu vas essayer de nous expliquer ces ambivalences dialectiques, on peut dire, qui peut exister par rapport à l'émergence, on peut dire, d'une autre voix spécifique qui est véhiculée dans l'œuvre de Tawsa Amrouche. ثميرة كمان اسقسي العالي دار نواجه باش نيني نزمر pour schématiser باش نيني pour schématiser نزمر نيني باللي l'apport il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Le fait qu'elle s'est retrouvée orpheline, pas orpheline, qu'elle s'est retrouvée enfant naturel, placée dans un orphelinat, c'est une étape dans sa vie décisive, il n'y a rien à dire. Elle l'a écrit, donc nous devons supposer. Nous, on doit donner juste des détails pour éclairer une initiative, Fatma. On n'a pas le droit d'interpréter, de parler à sa place. Tout est dans la réalité. Et son apport intellectuel, je disais, sa formation intellectuelle est basée sur l'instruction française. On peut supposer une chose. C'est-à-dire je ne pense pas et personne ne pense, vous partagez mon avis, qu'elle ne sera jamais écrivaine, ce livre n'aurait jamais eu lieu et ses enfants peut-être pas aussi, le destin familial ne sera pas le même. Donc Noural, cette formation, cette instruction forcément française a donné lieu à cette formation intellectuelle. Le fait qu'elle soit chrétienne, qu'elle s'est convertie. C'est sa rencontre avec Belkacem Amrouche. C'est sa rencontre. Il n'y a pas autre chose. Parce qu'avant, elle explique dans son livre, elle nous dit, à 18 ans, l'orphelinat, on ne peut pas garder au-delà les enfants au-delà de 18 ans. Donc, tous les enfants doivent rentrer chez eux. Notamment, Fatma, elle est partie, elle est rentrée chez sa mère. Elle a passé quelques mois chez sa mère. Mais elle nous raconte, elle nous dit qu'elle a failli devenir folle. C'est-à-dire, elle est passée du monde de l'instruction, de la connaissance qu'elle a acquis dans l'orphelinat, et le milieu traditionnel. Elle a retrouvé le milieu traditionnel. Et les femmes sont uniquement vouées aux tâches quotidiennes, le ménage, les travaux dans les champs, etc. Ça, c'est des tâches ordinaires du quotidien.
l'instruction, la réflexion, ou les du quotidien de la femme kabyle dans le fin 19e siècle. Donc, Fadma est sortie de ce lot. Est-ce que, comme l'écrit Assia Djebbar plus tard, elle va l'écrire, elle va dire, est-ce que c'est une extraction, c'est-à-dire on a extrait les femmes en tant qu'individus, en tant que groupe social, de la tradition qui peut être à double tranchant, c'est-à-dire, dans le cas de Fadma Ibn Mansour, elle est à double tranchant parce que Fadma, elle a pris de cette tradition, elle a acquis de cette tradition, elle a appris, c'est comme une source, elle s'est abreuvée de cette source. La tradition, ce que nous verrons plus tard dans la transmission qu'elle fera. Donc, la tradition a servi dans le cas de Fadma pour la transmission du patrimoine oral amazigh, ou kabyle exactement. Les chants yagina, les contes, les devinettes kabyles, si ce n'est cette transmission orale de bouche à oreille, hein, qui s'est faite à travers les siècles et les générations. Donc, d'un côté, voilà, la tradition a servi Fadma pour nous rapporter ce que l'on sait aujourd'hui, ce que ces enfants, Taous et Jean, vont développer, vont se donner comme mission de sauvegarde, d'archivage et de portée universelle, qui est ce patrimoine oral, mais il y a aussi l'autre côté qu'elle chérit, Fadma, cette instruction française, qu'elle dit que c'est comme quelqu'un qui retrouve la vue. Un aveugle, c'est ça le savoir. Le savoir, la science, l'instruction, l'éducation, c'est le din tedwellen. C'est l'expression le savoir ouvre les yeux, il dit d'ellen. Donc, sur quelque chose qui va la propulser vers un autre destin que celui de sa mère, de sa grand-mère et des autres femmes kabyles de l'époque, c'est-à-dire vouées à des travaux quotidiens dans les champs des femmes traditionnelles, voilà, loin de l'instruction. Donc, Fadma, on va dire, c'est le modèle qui guide Gilbeli Fadma, c'est comme les poutrinines أشجون خام القبائل نتسات إفيقفنا le savoir intellectuel de la famille Amroche, de ses enfants, notamment Jean et Taous. Leur formation intellectuelle s'est faite à travers celle de leur mère. On n'a pas beaucoup parlé sur la formation intellectuelle du père. Belkacem était aussi formé, était aussi instruit à la langue française. Il était instruit, il avait un diplôme, il avait un certificat d'études, tout comme sa femme d'ailleurs, tout comme Fadma. Mais il n'a pas eu le même apport, la même influence qu'a eu la mère sur ses enfants, sur la formation intellectuelle de ses enfants. Parce que plus tard, nous verrons qu'avec les exils, notamment l'exil géographique et culturel, Fadma va servir de source pour ses enfants, de source culturelle, linguistique, traditionnelle, et ses enfants vont puiser dans cette source. Jean, c'était celui, il le décrit, il dit, même Verges, la Tunisie, quand il retrouve sa mère, il devient un enfant, l'éternel enfant. Il met sa tête sur les genoux de sa mère, il lui demande, il lui parle en kabyle, et elle aussi, il lui demande de lui caresser les cheveux et de lui raconter Timoshohen Zeknia. Voilà donc l'apport de cette femme qui a puisé et dans la tradition, qui a puisé aussi dans son instruction française et qui a contribué à ce que l'on sait aujourd'hui, à ce qui nous est arrivé aujourd'hui de ce patrimoine que nous avons eu à travers ses enfants et notamment Taous et Jean. Est-ce que j'ai tout dit à Kemal? Il y a des points peut-être que tu veux que je développe? Non, c'est bon. C'est juste, je vais enchaîner avec la cinquième question pour laisser Rachid poser la sixième et la septième question.
Alors, juste, voilà, c'est juste, Aqila, on sait qu'on a introduit tout à l'heure, parler de Taous Amrouche, qui est, on peut dire, une écrivaine révolutionnaire. On aimerait bien nous dire cette spécificité. En quoi on peut considérer Taous Amrouche comme une écrivaine révolutionnaire, sur quel aspect, et surtout nous parler, on peut dire, de ces obstacles qu'il a rencontrés durant, on peut dire, son parcours, que ce soit durant sa vie ou surtout par rapport même à son parcours littéraire. Voilà à peu près ma question. D'accord. Alors, Tmesliar Tseglina, comme pionnière, première, ça a ça a son importance. C'est celle qui a ouvert la voie. C'est celle qui est arrivée dans un domaine où lèche, ce que j'appelle moi dans le livre, son référent. Où lèche, le référent à qui elle doit se comparer, qui elle va prendre comme référence. Où lèche Rorna, c'était la première qui a écrit en langue française. Les références Ninsokwit étaient françaises. Ce sont notamment les écrivains des Lumières qu'elle a chéri, qu'elle a lu depuis qu'elle a commencé à lire, que sa mère a lu, que son frère a lu. Donc, il y a une culture littéraire à la maison. Cette culture, elle est vécue assez bien par Tawes, parce qu'elle a eu accès aux livres, mais il y a quelque chose qui manque à cet accès. Le référent, c'est-à-dire, Assagi par exemple, نكونين زمرد نينيا نسعى الريفيرون نهضر في كاتب ياسين نهضر في مولود ممغي نهضر في مولود فرعون نهضر في اسيا جبار في جميله دوباش في طاوس عمروش مينو ثنتيا بسنات ياسين جميله دوباش اي طاوس عمروش elles avaient personne ولاش الريفيرون لو ثنتي تيمزوره يقوران donc c'est une difficulté en soi parce qu'il y a comme une difficulté à entamer une généalogie intellectuelle des femmes nord-africaines, mais il y a aussi une difficulté à la construire. Il y a comme un engagement, il y a des choses à éviter. Et Tawas, à cet âge-là, elle était très jeune, hein. Elle avait 21 ans de publier le premier livre. Donc, elle était très jeune. Les précautions intellectuelles de l'époque, bon, il y a son frère qui peut la conseiller, qui l'a conseillé, etc. Mais tout écrivain a besoin d'un référent, d'une référence. La référence, elle a pris comme référence les écrivains français de l'époque. Elle en a connu certains de son vivant, comme André Gide, Jean Giono, Mauriac, et bien d'autres, ça va me revenir, ceux qu'elle a côtoyés, ceux qu'elle a lus, puis qu'elle a côtoyés plus tard. Donc, cette proximité avec les écrivains français, avec la littérature française, a fait que Tawas développe un style propre à elle en tant que femme racisée, colonisée, mais aussi il y a ce mélange qu'elle a fait et qui est très bien réussi. Moi, de mon point de vue, il est réussi. Cette technique qu'elle avait de ramener sa culture, sa langue, son patrimoine oral, kabyle, à la littérature française, et le présenter, le propulser d'une manière magnifiquement et bien présentée, et le propulser vers cet universalisme qui a beaucoup influencé sa pensée et sa formation intellectuelle. Donc, il y a de ça qu'elle a réussi ce mélange de... Aujourd'hui, c'est très commun, Aujourd'hui, c'est très commun. Plus tard, Keteb Yassine va le faire, mais on peut dire, et on ne doit pas l'oublier, que Taous l'a fait avant les écrivains ethnologues comme Mouloud Faraoun, comme Mouloud Ma'amri, et comme Keteb Yassine, Taous l'a fait avant. Dans Jacinthe Noir, donc, qu'elle a écrit, donc, qu'elle a terminé en 39, qui a été publié en 47. C'est bien de faire des petits rappels historiques comme ça.
justement pour situer qu'elle était précurseur, qu'elle était révolutionnaire, plus tard, les écrivains hommes, qu'aujourd'hui, il faut le dire aussi, il faut rendre à César ce qui lui appartient. L'histoire de la littérature algérienne à Saguia tient compte que de ces hommes qui ont les pères fondateurs de cette littérature algérienne. Et Tsoun, on parle des pères fondateurs, bien on a oublié les mères fondatrices. C'est en ça que ma pensée et mes recherches tiennent aussi à rendre leur place à ces femmes qui ont contribué, qui ont ouvert la voie en littérature aux femmes, mais aux hommes aussi. Et il faut le dire que ça a ouvert la voie, ça a donné confiance plus tard aux autres d'arriver dans la littérature française et francophone. Donc ça, c'est un point. Dora Lardaran, en quoi elle peut être révolutionnaire encore davantage. Alors, révolutionnaire, elle a mêlé, elle a pu mêler le traditionnel dans l'écriture, c'est-à-dire l'écriture typiquement française avec des référents français. Elle a réussi à injecter de la culture amazigh, de la culture kabyle dans cette littérature. C'est pas commun à l'époque, c'est pas commun. Parce que le lectorat, il faut le dire, à l'époque, c'était un lectorat français, franco-français. C'est-à-dire, les Algériens ne lisaient pas, ils n'avaient pas accès aux livres, il faut le dire. C'était la colonisation. Oui, les livres écrits par les Algériens de l'époque, c'était les Français, il faut le dire et le répéter. Donc, ce lectorat français de l'époque, il avait aussi des attentes, ce qu'on appelle l'horizon d'attente. Et cet horizon d'attente du lectorat français était doublement pensé. Iwacho, Akhata, c'était une femme indigène, colonisée, racisée, qui parle d'elle. Parce qu'il faut dire que les romans de Taoussa Amroche sont autobiographiques, d'accord? والديتاي des choses يحكى وين يكتب Jacinthe Noire, mais pour faire vite, Jacinthe Noire, c'est son histoire personnelle. C'est-à-dire en 1934, la famille, les parents ont décidé donc d'envoyer leur fille Taoussa Amroche à Paris pour poursuivre des études de littérature. Elle était inscrite à la Sorbonne et elle était hébergée dans un pensionnat pour jeunes filles, un pensionnat catholique pour jeunes filles. Donc, nous sommes dans les années 30 et je vous laisse imaginer la difficulté de l'époque de s'assumer, de venir à Paris, de vivre à Paris dans un pensionnat avec des gens qu'elle ne connaissait pas. C'était la première fois qu'elle quitte sa famille et qu'elle se retrouve avec des gens qu'elle ne connaissait pas, à vivre matin et soir avec des gens qu'elle ne connaissait pas, avec son tempérament, sa personnalité, ses traditions, son identité, sa culture, sa langue. Tout ceci a contribué donc à écrire cette histoire. Parce que nous le verrons plus tard, que cette histoire l'a poursuivie, elle ne retrace que sa vie durant ce court séjour qu'elle a vécu à Paris, dans ce pensionnat catholique. Parce qu'elle a été scrutée, surveillée par ses camarades françaises et par la directrice. Elle refusait donc de se soumettre aux lois de l'époque, c'est-à-dire les lois de la maison, de ce pensionnat, et elle vivait donc en tant que jeune fille. Elle assumait son identité, sa culture, sa façon de se coiffer, sa façon de s'habiller. Elle portait des bijoux kabyles, elle assumait ceci avec une aisance qui est incompréhensible pour l'époque par la directrice, par ses camarades françaises. Donc, ce qui va suivre plus tard par une exclusion, donc elle a été exclue et elle a dû quitter le pensionnat et arrêter ses études et retourner en Tunisie. Voilà donc l'histoire de Rennes
le personnage principal de ce livre, Jacinthe Noir, c'était donc son histoire courte de ce séjour parisien où elle développe donc, il a fallu qu'elle l'écrive ce livre. Il aurait eu un impact peut-être psychologique important dans sa vie. Elle a tenu l'écrire pour comprendre et se faire comprendre. C'est ce qu'elle dit. Et Jacinthe Noir, je lui ai consacré une grande partie dans mon livre, est rare parce que c'est le livre par lequel les femmes sont arrivées à l'écriture. C'est celui qui a ouvert la voie, mais c'est celui aussi par lequel Taous Amrouche a pu avoir un pied dans le paysage littéraire français. Donc, il y a de ça dans ce roman. Taous Amrouche est révolutionnaire du point de vue de la littérature ou de la stylistique, l'esthétique de son écriture. Aussi le livre, c'est que Jacinthe Noir, Elle aime la solitude de ma mère, le dernier, publié posthume, sont autobiographiques. Autobiographiques dans le sens, elle dit, il n'y a de littérature qu'à partir de ce que l'on a vécu soi-même. Elle refuse d'écrire autre chose que sur sa vie. Thuvertis était le centre ou la source de son écriture. Cette écriture, elle va faire de cette autobiographie, de son histoire, elle va faire quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui s'écrivait à l'époque. D'ailleurs, on n'arrivait plus à la classer. On nous arrivait à classer à l'époque. Est-ce qu'on va la classer dans la fiction, dans le roman, dans l'autobiographie? Il ne savait pas. Elle brouillait les pistes. Et c'est en ça que l'œuvre autobiographique de Taous Amrouche est remarquable d'un point de vue esthétique. Elle utilisait des stratagèmes pour se différencier des écrivains et des écrivaines françaises de l'époque. On ne peut pas parler des écrivaines nord-africaines. À cette époque-là, mais il y avait Jamila Debeche. Jamila Debeche, elle a publié Gilzayer, elle a publié en Algérie, elle a publié en Algérie à l'époque. Mintzat, en France, c'était la seule de qui on peut lire quelque chose, qui a publié quelque chose, qui a écrit quelque chose. Donc, c'est en ça que l'écriture de Taous Amrouche et son statut d'écrivaine peut être révolutionnaire pour l'époque. Louis Daran, je voulais développer quelque chose, peut-être que j'ai développé assez dans mon livre, les sujets qu'elle a traités Taous Amrouche. On peut dire qu'elle est précurseur aussi sur le point des sujets tabous qui sont considérés chez les écrivaines françaises de l'époque, françaises, c'est-à-dire en France, ou les nord-africaines, l'Afrique du Nord. Déjà, elles n'étaient pas au même point d'ouverture sur des sujets tabous, comme l'a fait Taous Amrouche. Par exemple, il y a un sujet qui occupe aussi une partie de ses écrits, c'est les relations amoureuses, c'est-à-dire la passion. La passion, comment elle est écrite par Taous Amrouche, comment elle est décrite par Taous Amrouche, elle est différente. Elle est différente de chez Duras, elle est différente chez Yourcenar, pour ne prendre que ces deux-là chez les écrivaines françaises. Donc, elle est différente dans la manière d'aborder les sujets qui restent tabous, comme la sexualité, la passion amoureuse, et les liaisons, etc. Donc, Amrouche leur a donné une symbolique assez subtile, on va dire, dans son écriture. Voilà en quoi on peut la considérer comme révolutionnaire. تنمية عاقلة عقل شكاريا وين تسقسين بين دي سيريسينم لان غزيفت كوستين كمال تمصدف ماجيت ليدونتيتي يتعنى زال طاوس عمروش مين المصادف نشتكي اسقسي ويشو تنشتكي ذاك امن نور طاوس عمروش إثمازيغت تمازغا تمازيغ اني كوش بنات مازيغت إلا سين ماونا سوذم نشنا اك سوذم انت موشوها امتي زعما تصمد نشتكي مازال تقصير فرنسي سوسيا كي
va donner le combat de Taous Amrouche pour la majorité s'est traduit d'abord à travers le chant, mais aussi par le conte berbère. Comment vous expliquez son choix de ces deux procédés? ادوغ انا غروس سي صحي تاع رشيد تنميرتي ادوغ انا غروس سي دم زوريدي سقسا كمال خاطر يسونديي اسكسي كينينك دو سكسي نينان كمال بارابور à l'apport de la mère dans la construction intellectuelle de la fille de Taous. Ils sont liés. Et il y a la mère qui est au milieu, c'est l'intermédiaire, c'est le maillon. La mère, c'est la source. La mère, Farma Ait Mansour, c'est la source. C'est la source. La source de quoi? La source de ce patrimoine oral qu'a repris sa fille. Elle l'explique, Taous Amrouche, donc dans les années 40, pour revenir encore historiquement et quelques détails. Dans les années 40, d'abord, fin des années 30, en 39, elle a été invitée par le roi Mohamed V au Maroc pour interpréter donc les chants berbères anciens. Donc, sa première scène publique était au festival des musiques autochtones au Maroc, sur l'invitation du roi Mohamed V. Donc, durant cette présentation, elle était jeune, c'était la première fois qu'elle sort du cercle familial et qu'elle interprète ces chants qu'elle a appris de la bouche de sa mère. Donc, ces chants, elle va les interpréter au Maroc lors de ce festival en 1939 et là elle fait une belle rencontre durant ce festival, la rencontre avec Legendre, Maurice Legendre qui était le directeur de la villa de la Casa Velasquez à Madrid. C'est une institution française. C'est l'équivalent de l'Académie française, mais à l'étranger. D'ailleurs, à l'époque de la colonisation, il y avait la villa Abdeltaïf à Alger et il y avait donc la Casa Velasquez à Madrid. Donc, elle fait cette rencontre, il était subjugué durant ce festival de l'interprétation qu'elle a faite de ces chants. Et donc, il a réussi à lui avoir une bourse d'études, ce qui va lui permettre de partir en Espagne et de vivre 2 années là-bas. Elle sera financée, donc cette bourse obtenue grâce à l'aide de Maurice Legendre va lui permettre d'entamer des recherches importantes pour nous aujourd'hui, mais pour elle à l'époque, parce que c'était les prémices de la recherche et de l'archivage. Je veux bien insister sur ce terme, du patrimoine oral ou des traces de survivance amazigh dans la péninsule ibérique. C'est-à-dire l'athar يجاني مزيغنين مزورة يقرح لنا قدام يقولين l'Europe notamment l'Espagne. Donc les traces orales. Eh bien, comment elle a procédé? Elle a procédé tout d'abord par des recherches. C'est ça aussi le travail de recherche qu'elle a fait à l'époque, qu'elle a entamé, c'était de trouver des ressemblances, des équivalences entre nos chants à nous, les chants anciens kabyles et berbères, amazigh, avec les chants anciens, notamment un chant ancien espagnol qui s'appelle le conto hondo, qui est un chant ancien, et il a des similitudes, des ressemblances dans la prononciation, dans la façon d'étirer un mot, dans la sonorité, dans la musicalité, etc. Donc, elle a conclu, Darren, de ces ressemblances, de ces similitudes, elle a conclu à l'influence notamment et aux traces des Amazighs en Espagne. Cette formation qu'elle a eue et ce travail de recherche qu'elle a entamé en Espagne
va donner lieu plus tard à sa mission de sauvegarde, d'enregistrement et d'archivage de ce patrimoine oral kabyle et amazigh en général. De la bouche de sa mère. La mère, Fatma Ibn Mansour Amrouche, était le maillon. C'est-à-dire, c'était l'intermédiaire entre la culture d'origine, il faut le dire, les enfants, Taous est né en Tunisie en 1913, la Tunisie, malgré que les parents sortent chaque été les vacances sur il n'y a pas de vacances où ils sont restés Tunis, mais ils tiennent donc c'est le rattachement. Donc les enfants automatiquement chaque été, chaque vacances et d'ailleurs ils ont fini, Fatma a fini par construire sa petite maison avec beaucoup de difficultés, mais elle a construit pour avoir un pied-à-terre. Elle va se dire l'exil pesait tellement lourd sur elle et sur la famille que elle pensait être une déracinée, quelqu'un qui n'a pas de pied-à-terre. Il n'a pas de chez soi. Donc Fatma, la mère, a tout fait pour avoir ce pied-à-terre. Cet apport est très important. La Tunisie, il a l'exil géographique, l'exil culturel, linguistique, elle le raconte superbement bien dans son livre, mais il y a aussi cet attachement viscéral à la langue et à la culture. C'est-à-dire, Rawis, on ne parle pas une autre langue à la maison à part Taqbayli. Taqbayli تتمسلاين. تقبيلي العوايد القبايل يكتدون كخام. الماكله نسن الماكله القبايل l'éducation c'est une éducation certes à l'extérieur l'école française ils sont instruits mais c'est surtout pour la fille, elle le décrit, c'était une éducation à la kabyle très sévère. Il a eu cette éducation sévère, a eu beaucoup de séquelles sur Taous, elle le raconte plus tard, de comment cette tradition et la peur de la mère, de la répétition du péché originel, de sa naissance d'enfant naturel, la même chose. Donc elle était très à cheval sur l'éducation de la fille. L'équivalent. Un Taous, elle s'est abreuvée de cette source, la source culturelle, de ce patrimoine oral. Donc, à chaque fois qu'elle devait apprendre Asfero, qu'apprendre un chant, elle devait passer des heures et des heures à écouter sa mère et à répéter. Et sa mère, elle disait justement, Taous, lors d'une conférence, de la conférence qu'elle a faite lors de son entrée à la Casa Velasquez, une conférence où elle expliquait comment elle est venue à s'intéresser au chant berbère. Et c'est une longue conférence que vous pouvez trouver sur Internet, où elle expliquait comment elle est venue à apprendre à l'apprentissage de ces chants, de ces isfra, de ces proverbes, de ces contes amazigh et kabyle en général. Donc, elle passait plusieurs heures à répéter derrière sa mère pour qu'elle puisse maîtriser. Et elle dit, et encore, comparant à la mer, elle ne peut pas se placer à la hauteur ou au niveau de la mer. La mer, c'est la source. Donc, certes, elle a transmis, il y a ce travail de transmission qui a été fait, mais l'apport de Fatma était très, très important. C'était la colonne vertébrale de la famille, notamment pour Jean, parce que Jean aussi, il a eu sa part aussi dans la sauvegarde du patrimoine oral kabyle, en publiant, notamment en 1936, un recueil
des contes et proverbes berbères à Tunis. Donc, Taous, plus tard, en quoi le travail de Taous est distingué de celui de la mère et de celui de Jean, de son frère. Taous va propulser ce travail, ce patrimoine, cette transmission acquise par la mère, elle va la propulser vers l'espace public. Il ne restera plus, ce patrimoine n'est plus dans l'espace du village, dans l'espace familial, dans l'espace culturel réservé culturellement, mais elle va lui donner un souffle nouveau, qui est celui de le propulser vers l'espace public français, européen et universel. C'est en ça que Taous Amrouche, on peut lui reconnaître aujourd'hui ce travail magnifique, ce travail de grande valeur qu'elle a eu à faire avec ce patrimoine oral ou cette transmission du patrimoine oral kabyle et amazigh. Est-ce que j'ai répondu à Rachid à ta question? تنمية عاقلة وي تغير ذاك نيواتا كوسين إنو ذا شكان غياوين تسين وستين إنو وذن جامو إنو شكون تجا أسكسن جامو كمال سكسين يديس دون عاقلة ذاكن نظرة ذاكن اسم من طاوس عمروش يشود أكتفاس كان نيدي لان دي الزاير تمنى تكسبوا تجارة كوسن ستين لو برومي فيستيفال بانافريكان الجي عندها هذا بومديان يميرن يميل الى انتردي يتوصل شوف نظامي دي تسكاياكي شنو تسكاياكي ماشى ان المذن بوني من قارة ديال المذن تغرم سيتين بن عكنون بوينتي ديك نتغني عند الا غني شريف خدام ويفن عند مصلايض ديال تاكين ودا شوت دا شو الشمع مع لامباكت ديجا مشوار نطاوس أمروش. تنمير رشيد فوسكسيغيل هذا خاطر سي on va dire c'est la dernière blessure de Taous Amrouche. Le panafricain d'Alger sous Boumediene a été la blessure, la grande blessure aussi. Alors Jean Amrouche, on connaît son apport, hein? On connaît son rôle, le rôle qu'il a joué durant la guerre de libération de l'Algérie. Il était l'intermédiaire entre le général de Gaulle et le FLN de l'époque, le GPRA de l'époque. Donc, c'est reconnu, l'histoire est là, كريدي فكلش ونسميرا الفرن يطيش الصغر لم يسنقها الناس فرفر يوبس ديفن كلش يثورا كي ديفن كلش justement sur l'impact qu'a eu qu'a joué ou le rôle qu'a joué Jean Amrouche dans ces négociations. Donc après cela, Jean Amrouche est mort d'un cancer à l'annonce du cessez-le-feu en mars. Donc, il entendait justement, il a eu l'information en étant sur son lit de mort à l'hôpital. Il farhatas, et il pleurait de joie hein, que le peuple algérien, ils vont recouvrir leur indépendance, leur liberté. Du joug colonial, et c'était le début d'une espérance, d'un espoir d'une nouvelle Algérie qui sera de nouveau pays, d'une nouvelle république qui sera construite sur des valeurs où la différence ne sera plus un problème, n'est-ce pas? Et quand je parle de différence, c'est la différence des Amrouche, celle qui a constitué l'identité des Amrouche, familiale et culturelle, notamment étant chrétien, étant aussi formé à la culture française, à la langue et à la culture française. Donc, ces deux aspects ont fait naître donc cette différence qui a été rejetée par les Kabyles, par les Algériens, par les musulmans de l'époque, qui ont rejeté cette famille et qui n'ont jamais donner sa place à cette famille dans cette construction sociale et historique de la Nouvelle-Algérie. Et donc où ce festival a été organisé, Jean Amrouche est décédé, Karim Belkacem l'a déclaré
en tant que ministre de la Culture, mais on sait que c'était un poste symbolique après sa mort, c'est plus symbolique. Ceci a conduit donc Tawes, qui est le dernier maillon de la famille, à la sauvegarde de la mémoire familiale, notamment la mémoire de son frère. نزرات أطاسي تخدم كاع الراديو وتهدر غير في لاسبياغينا mais son travail dans la radio a beaucoup contribué aussi à cet apport qu'elle a eu sur la culture amazigh, kabyle, sur ce patrimoine qu'elle a propulsé aussi la radio. Dans ses émissions, la radio française de l'époque, sous la colonisation, tout ceci donc a sa valeur et a son apport dans ce qui va suivre. C'est-à-dire, ils ont espéré, les membres de cette famille, de retrouver une pseudo-place dans cette Algérie nouvelle. Ils ont contribué comme ils pouvaient. Le patrimoine. L'après-indépendance sera amazigh, toutes les identités, toutes les cultures, toutes les langues seront reconnues. Or, on le sait comment ça s'est passé, tout a été détourné de sa trajectoire initiale. Et il y a le festival panafricain, le premier, donc sous Boumdien, et l'Algérie a sorti les grands moyens pour accueillir tous les artistes du monde entier, notamment des Africains, des Moyen-Orientaux, d'Égypte, de Jordanie, d'Afrique. Et on se rappelle tous de ces images où l'Algérie a accueilli donc les révolutionnaires du monde entier, des défilés dans les rues, de toutes les cultures, notamment africaines, le plus marquant, pour marquer notre appartenance à l'Afrique. Cette Afrique qui a quand même un Sazalis, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, la porte de Tamazight, l'Afrique est important. Senghor l'a reconnu dans l'hommage qu'il a rendu à Taous Amrouche après sa mort et à Jean Amrouche aussi. Il a reconnu cet apport de Tamazight ou Tamazight dans l'Afrique ou dans la culture africaine et l'identité africaine. Donc, mais les Africains, ils l'ont reconnu. Ils refusent de le reconnaître. C'était ça, le questionnement de Taous à l'époque. Mais malgré cela, allez, on va avancer. Elle s'est dit, tiens, c'est l'occasion, il faut peut-être se marquer le coup et y aller. Elle n'a pas été invitée. Elle s'est rendue au panafricain malgré l'absence de l'invitation des autorités de l'époque. Zara l'a raconté plus tard, Aimé Doral, par rapport à ce qui s'est passé et au déroulement et de toute la tragédie qui s'est déroulée pendant ce festival. Thoral de France, Paris, dans Le Monde, un article, un long article qui est consultable aussi dans les archives pour ceux qui veulent s'informer, un article en marge du festival panafricain où elle s'est libérée de ce poids. Elle était presque étouffée, étouffée par ce qu'elle a vécu pendant ce festival et pendant son séjour d'ailleurs cette fois-là. Donc elle s'est rendue et malgré qu'ils ne l'ont pas invitée, elle s'est rendue, du fait qu'elle était là, ils ne peuvent rien faire. Maintenant, ils ne peuvent pas lui interdire d'être là. Elle est là, ils doivent faire avec. Sauf que ce qu'ils ont fait à l'époque, quand je dis ils, c'est les autorités de l'époque, Elle explique, elle donne des noms dans son article dans Le Monde, elle n'a pas hésité. Sa fille décrivait ce moment où elle écrivait cet article et où elle l'a publié dans Le Monde. Elle décrivait cela, sa fille Laurence Bourdil, Amrouche, la fille de Taous, décrivait ce moment où Taous s'est livrée à écrire cet article. Mais c'est comme casser les poutres, en fait, les poutres du pouvoir de l'époque. C'est-à-dire, elle n'a pas hésité. Elle n'avait rien à perdre. Donc, elle a vidé son cœur et elle a vidé sa conscience de tout ce qu'elle devait dire et de tout ce qu'elle a subi durant ce festival. Donc, elle est à Alger
et on lui a interdit de chanter, ni de prendre la parole, ni de dire quoi que ce soit. Elle était interdite de chant et de conférence. Donc, Nana Skrimat Skrimada, mais comme une invitée, comme une étrangère, il est Mourtoura Tsavarani, comme on dit, c'est ce qu'elle dit, elle, hein, c'est le terme qu'elle utilise. Alors que Zatis, donc Khem Fokassé, et je raconte ça sous forme d'anecdote, mais j'aime bien la raconter celle-là pour justement exprimer ou expliquer comment elle s'est sentie étrangère. Kmourtis, elle s'est sentie étrangère. Alors que Mariam Makeba, qui vient d'Afrique du Sud, elle a pris le micro et elle a chanté pendant plusieurs minutes et elle a eu la tribune pour parler, pour chanter dans sa langue et dire ce qu'elle voulait, alors que Tawas Nenes, non, pas question. Donc, حوزة عطاس وانشتاقينا ومن بعد il y avait donc un comité de la cité de Ben Aknoun, notamment Hansa et Salim Shakir, qui le raconte d'ailleurs plus tard, qui sont mobilisés pour faire une rencontre, un contre-festival, pas avec les mêmes moyens évidemment, ils peuvent pas ils ne peuvent pas avoir les mêmes moyens, mais ils ont quand même réussi à la faire chanter devant un public d'étudiants kabyles et qui l'ont écouté chanter, qui l'a écouté parler de son frère, de sa famille, et rien que cela, ça lui a rempli le cœur de joie et de satisfaction. Elle a dit qu'elle a finalement, elle n'a pas beaucoup perdu en perdant le fait qu'elle n'ait pas chanté au festival panafricain, mais elle a pu retrouver les siens durant cette courte période organisée par les étudiants de Ben Aknoun. Donc voilà le panafricain, comment ça s'est déroulé. Et plus tard, le cinéaste Bougarmour va nous donner des détails plus croustillants sur ce séjour, mais tout reste bien sûr à vérifier avec beaucoup de pincettes pour ne pas y faire des approximations. Taous, moi dans mes recherches, je me suis intéressée à ce qu'elle a écrit, elle, de ce festival. Fayé, je préfère tenir mes propos à partir de ce qu'elle a écrit, de ce qu'elle a dit, elle, et des sources aussi vérifiées, notamment les interviews de sa fille et de cet article qu'elle a écrit dans Le Monde sur ce festival. C'était son dernier séjour en Algérie, et on peut considérer que son retour après ce festival était la boucle qui a fermé tout ce qu'elle a souhaité, tout ce qu'elle a espéré de cette Algérie nouvelle. Il n'y a rien à espérer. Elle décrivait dans l'article, bon, elle n'a pas donné des noms dans l'article de ministre de l'époque, mais Ibrahimi, qui était ministre de l'Éducation nationale et qui, on sait ce qu'il a entamé quant à l'arabisation et à l'effacement de la langue amazigh, de la langue kabyle et de la culture kabyle. Et elle a dit qu'elle devait de toute façon vider son cœur et elle devait dire ce qu'elle a caché pendant toutes ces années, parce qu'elle espérait que cette Algérie nouvelle va accepter la différence, le fait que les Amroches soient chrétiens, qu'ils soient aimants aussi et amoureux de la langue française, qu'ils s'expriment aussi dans la langue de l'ex-colonisateur, etc. Mais il y a quelque chose aussi que je voulais aussi souligner. Aïrar Taous Amrouche a été puni par les autorités de l'époque. Aïrar Sougid à chanter, à donner, pour participer à ce festival. Là, il y a eu un autre événement qui a contribué à cette décision des autorités de l'époque. Elle a été invitée en 1966
par le président du Sénégal, Senghor, a participé au festival qu'il a organisé, le festival des arts nègres, où il a invité donc Taous Amrouche à prendre place, à contribuer à ce festival en chantant et en tenant des ateliers, des conférences sur l'Afrique, sur la colonisation, sur les origines amazighs, sur la culture et patrimoine amazigh, etc. Donc, cette invitation qu'elle a évidemment honorée, elle a participé à ce festival, lui a valu le refus donc, des autorités algériennes à sa participation au panafricain. Rare parce qu'on peut expliquer cela par le fait que Senghor était dans le... Senghor est avant tout, avant qu'il soit président du Sénégal, était un intellectuel aussi. Donc il était dans le mouvement de la négritude. Et le mouvement de la négritude, il prône une autre pensée que celle soutenue par l'Algérie après l'indépendance, c'est-à-dire couper net avec l'ex-colonisateur, ne pas avoir de relation avec l'ex-colonisateur. Mais on sait très bien que ceci, c'est les rapports de surface qu'ils ont voulu nous faire croire à l'époque, couper avec l'ex-colonisateur, avec la langue de l'ex-colonisateur. Mais aujourd'hui, on sait très bien que ça a été faux. C'était faux. Ce n'était pas la politique qu'ils voulaient. Ils voulaient l'appliquer sur le peuple, nous faire croire que c'était ça leur politique, mais en réalité, leur relation avec l'ex-colonisateur était étroitement liée, étroitement bien chérie pour l'époque. Donc, pour revenir à Senghor, il était dans le mouvement de la négritude. La négritude aiguë, c'est différent donc de la politique suivie par les dirigeants algériens de l'époque. C'est-à-dire, la négritude, elle prend un rapprochement avec l'ex-colonisateur. De quelle manière? C'est par la langue, par la culture. Donc, on voit très bien d'ailleurs la place du Sénégal et la place des ex-colonies françaises dans la francophonie. Hein. La francophonie est un bon exemple. L'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, où les choses, elle n'appartient pas, elle n'a pas adhéré au réseau de la francophonie, d'un point. Donc, Senghor, comme il était l'opposé de Boumedienne de l'époque, c'est-à-dire il aurait fallu être dans la même lignée politique qu'a souligné Boumedienne de l'époque, les autorités de l'époque, et Senghor a refusé cela. Il a préféré suivre ce qu'il a décidé, ce qu'ils ont décidé avec ses compatriotes, avec d'autres membres du mouvement de la négritude, notamment Césaire et bien d'autres, qui ont eu un apport considérable dans la pensée de la négritude. Jusqu'à aujourd'hui, ça a un apport considérable dans la pensée francophone. Donc, Ayrar, Senghor s'est différencié de Boumedienne et Ayrar, Senghor a invité Taous Amrouche à participer au festival en 66 des arts nègres au Sénégal. Taous Amrouche l'a honoré, elle a participé. Donc, Boumedienne est face à Inès Ayrar, tu as participé à ce festival? Eh bien non, tu ne seras pas invité au panafricain. Donc, voilà comment c'est déroulé. Elle a payé au fait, en quelque sorte, le fait que Boumedienne et les autorités algériennes de l'époque étaient contre le mouvement de la négritude. Il fallait suivre l'exemple algérien dans ses relations avec l'ex-colonisateur. Donc, Taous a fait les frais de cette distinction et de son acceptation de se rendre au festival des arts nègres au Sénégal sur l'invitation de Senghor. Donc voilà pourquoi le panafricain d'Alger a été une blessure insurmontable pour Taous Amrouche. C'était la boucle qui a fermé son histoire avec l'Algérie de l'époque. Après, après, on peut le considérer comme un plus. Et Taous Amrouche, depuis ce festival, son retour de ce festival panafricain jusqu'à sa mort, était un plus pour notre culture. C'est résigné, il y a une forme de résignation dans sa pensée, dans sa façon de considérer l'Algérie, dans son regard à l'Algérie de l'époque. تنمير عقيلة كان يدنيض قيم ذي الجرح تقول نطاوس عموش يجان
سين افريل 1976 تمديت عندها تلتيدير سانت ميشيل لوبسيرفاتوار دي زالب دو اوت بروفانس تمكتير ذاكن لول ذي 4 مغرس 1913 دي تونس وتماس نمارو نغماس مباحان دانير جو امروش نتاعي لول دير الى عليه 1906 كيكين نسان سفت سن بيانون أتجاهتني كمال ماريان يوفني في ديسكسي. أسقسي وأنجارو قبل التفاصيل la dernière question, juste pour donner un élément de précision pour le festival panafricain, après l'interdiction, donc raconté dans les mémoires de Saïd Sadi, tome 2, fierté comme viatique. C'est Saïd Sadi lui-même qui est parti voir Tawsam Roche, il l'a trouvé dans un état déplorable et il lui a expliqué la situation, que l'origine de l'interdiction c'est Boumedienne, mais après il lui a dit clairement que vous êtes invité. Il s'était étonné comment se fait-il qu'un groupe justement qui appartenait à la cité des étudiants de la cité Ben Aknoun, comment ils puissent oser et il s'est mis à leur place et il leur a dit que ça risque de créer des problèmes, mais quand même ils l'ont organisé avec la présence de Sherif Khaddam. Alors ma dernière question justement qui est en relation bien sûr à la culture berbère, on aimerait bien pour clôturer justement cette grand entretien, pour nous résumer, on peut dire s'il y a 3 mots-clés qui pourraient, on peut dire, résumer l'apport de justement de Tawsam Roche, on peut dire, dans la construction de la valorisation même de l'épanouissement de notre culture berbère, en 3 mots ou même un mot qui pourrait aussi avoir une relation avec sa contribution même dans, on peut dire, dans ce processus même vers une universalisation, on peut dire, de notre culture. Merci Kamal. صحيت dans في l'information qui مازال قرا على livre نين سعدي دكتور سعدي. J'aimerais bien le lire, d'ailleurs je vais le lire, je vais me le procurer pour le lire, attends les détails qui m'intéressent aussi dans ce qu'il a écrit. Il a dit que c'est grâce à ces jeunes militants de la cause berbère de l'époque, elle a dit les bourgeons, les fleurons de la culture, de notre engagement, de notre militantisme. C'est grâce à cette jeune génération qu'elle a pu donc avoir ce contact avec le vrai public amazigh de l'époque, amazigh et kabyle en particulier de l'époque. Elle interprète les chants d'Agui de France en Europe, en Suisse, en Italie, en Espagne, mais jamais Mortis. Donc c'était l'occasion. Elle avait beaucoup misé sur ce festival, mais malheureusement, comme nous l'avons expliqué, ça n'a pas eu lieu officiellement. Mais grâce donc à la volonté de ces jeunes militants de l'époque, elle a pu le faire, elle a pu chanter, elle a pu rencontrer ce public amazigh et ce public kabyle. Pour revenir à la question en 3 mots, c'est très dur parce que, comme vous le savez, le livre est assez épais. Le livre est assez épais, il fait énormément de pages. Il fait presque 500 pages, le livre. C'est un beau pavé de mes recherches, mais de beaucoup de choses au fait sur l'écriture, sur plein de choses qui peuvent intéresser, sur son apport dans la culture, sur ce qu'elle a traversé dans sa vie, sur son rapport à la langue kabyle, à la langue française, comment elle a pu aussi faire émerger cette langue au-delà de la culture du village ou de l'aspect fermé, de l'aspect privé du patrimoine oral kabyle et amazigh vers cet universalisme. Donc pour résumer, je reviens à mon titre
passion, je garde passion au pluriel pour qualifier tout ce qu'elle a entrepris comme mission dans sa vie, ne serait-ce que la mission de sauvegarde, de sauver de l'oubli le patrimoine oral, les contes, les chants et les proverbes anciens. C'est grâce à ce travail de sauvegarde, d'archivage, que nous, aujourd'hui, nous sommes en mesure de le consulter, de l'étudier. Et plus tard viendra Mouloud Maamri qui va faire aussi, qui va suivre dans la même lignée, avec un aspect encore plus linguistique, plus scientifique, parce que les moyens, il avait les moyens aussi de le faire, mais c'est grâce à ces étapes, à ces premiers jalons que Taous Amrouche a posés pour la sauvegarde donc de ce patrimoine, pour sa passion pour l'écriture, pour sa passion pour ses origines et pour les passions au pluriel qu'elle avait connues. Le deuxième mot que je peux rajouter, authenticité. Authenticité. L'engagement de Taous Amrouche pour sa culture, Amazir, était authentique, sincère, vidé de tout intérêt financier. Ilis, Laurence Bourdil, raconte que si, parce que Taous Amrouche n'a pas vécu riche en France, beaucoup de gens ne le savent pas, mais elle a vécu difficilement en France. Elle ne vivait des droits de ses disques et de ses livres qu'à vers la fin de sa vie, c'est-à-dire au moment, on va dire, elle a vécu 10 années de sa vie, les 10 dernières années de sa vie, à vivre et à toucher les droits sur les disques qu'elle a fait, qu'elle a enregistrés et les droits de ses livres. Donc voilà, la vie de Taous Amrouche financièrement n'a pas été facile. Elle n'a pas vécu riche. Elle a vécu, on va dire, dignement. Hein? Donc, pour revenir à cette authenticité avec laquelle je qualifie son engagement, elle vient de là, elle vient de son refus, hein, de faire de ce patrimoine, de le changer, de le diluer, d'altérer, hein, ces chants anciens. Parce que beaucoup de musicologues de l'époque, hein, des spécialistes, lui ont conseillé d'apporter, hein, des changements. Mais elle a refusé. Ses conseils étaient d'ordre d'apporter des instruments, de faire injecter de la musique, des instruments dans ces chants pour qu'ils puissent toucher un plus grand public, pour qu'on danse là-dessus et pour qu'on lui donne un aspect folklorique qu'elle a refusé, qu'elle a rejeté évidemment. Elle a voulu les garder comme elle les a appris de la bouche de sa mère et sa mère de la bouche de sa mère et ainsi de suite. Donc, son authenticité est liée à l'authenticité de son travail, de sa mission de sauvegarde. Voilà donc pour le deuxième mot. Et puis, le troisième mot, c'est femme. Si je dois résumer, femme avec un grand F, j'insiste. Pourquoi? Parce que dans mes recherches, j'insiste que j'ai voulu sortir de l'ombre le travail de Taous Amrouche, mais j'ai aussi voulu sortir d'autres femmes qui ont contribué à la construction de la généalogie intellectuelle des femmes d'Afrique du Nord, de Temazra en général, que ce soit en Afrique du Nord, la diaspora en France, en Europe. J'ai voulu aussi donner aux femmes la place qui leur revienne de droit. Les anthologies, par exemple, la littérature nord-africaine, la littérature algérienne, les pères fondateurs, comme je le disais tout à l'heure,
ceux qui ont écrit, les hommes qui ont écrit. Alors, on a réservé quelques lignes, une demi-page pour Taous Amrouche, pour Jamila Debbech, pour Assia Djebar, mais Assia Djebar, comme elle a eu une longue vie, une production littéraire assez dense, donc elle a eu un autre regard, et le fait qu'elle est entrée à l'Académie française a changé beaucoup de choses dans le regard de ces spécialistes ou de ces critiques qui ont écrit ces anthologies. Donc pour Assia Djebar, elle a pu s'extraire de ce lot de femmes qui sont restées dans l'ombre pendant longtemps, et leurs œuvres sont restées sans être lues, sans être mises en valeur. Voilà donc mes 3 mots: passion, authenticité et femme. تنمير عقيلة وتنمير تيكا كمال في سكين كي يسعن أزل تصطاس أكيد نسافة جرا أنت زاوني تكيني إجلانك عقيلة كيزي ثم تنتيت سواني كرد كان غف سوزرت طاوس أمروش كمجا كان عقيلة ديني ضوالي من ديرو. Merci Kemal, merci Rachid pour l'invitation Yagina. Vous m'avez donné l'occasion donc de parler de ce sujet intéressant qui intéresse aussi les العباد. قلت في مدن مور. Attention, il dit que le livre ne se trouve pas en Algérie, mais les éditions Fauve دقيق التاريخ était publié donc أقلع نتنادي أما كاتي نشوف هذه نمورت توري il y a eu la période de Covid malheureusement qui a bloqué les maisons d'édition mais تسرى ما دافع quelqu'un de sérieux qui peut aussi le publier نمورت لكن pour que le public نتمورت إقباليا أثغر ندينا أثفن أتداغن أكنا ثغرا. Voilà donc la première difficulté que je tenais à souligner donc voilà, il y a ça. La reine vrai à dîner Al-Sadr Slam متسوف مية si c'est possible. Al-Sadr Slam كانوا يوجد غادي يتفرجن غادي تنزهن غادي زرن غادي يسلم دهن كتمورت notamment ma famille, mon frère et ma sœur كتمورت حسن إناديا أكو وجد غيسنن la famille, la grande famille دارن سلام إيما كون يتابعن presque tous les jours دقيق البارح et qui سنن كتيني أراشيد qui سنن Kamal, souvent, donc qui est une fervente militante de la cause amazigh et de la cause kabyle, malgré son âge, mais pour moi c'était ma première flamme et ma première, celle qui m'a soufflé cette envie d'aller loin, de mes recherches aussi spécialisées sur la culture amazigh, sur la culture kabyle et ceux qui la font, notamment Taous Amrouche et bien d'autres à venir aussi. Donc سلام القرآن إيما إيوتما صالح هذا بالباري إيه الحباب بعد السلام نعم ديزارا أعطيكم صحة تمام. نكوني داغنين تشك سزول دحميان إمام يبقيت واش التيم عقيلة تكن النساء تجارة أنت ذي وين تكين نتيكوسان كين فكار نتيكلتان ميارو تكذا تنادي ذي زاوية باريس 8 ذي باريس سان دوني شان مليل دوز ما ونظن ذي حريش نظن توذر تكاكين ذي سمتر نظن ودينا قيمة ذي سلوي